laisserai pas grand-chose à mes enfants parce que je pense que chacun doit écrire son histoire. C'est un fardeau si tu laisses des centaines de millions à des gamins. Les chefs d'entreprise dans le business physique qui fassent 100 millions ou 1 milliard de chiffre d'affaires sont inscrits. Est-ce que c'était déjà arrivé de vendre un produit auquel tu croyais pas vraiment juste pour gagner de l'argent? Sortez vos popcorn car dans ce concept, vous allez découvrir Hakim Benotman comme vous ne l'avez jamais vu. Dans un format où chaque question est piquante. C'est quoi le montant de la fortune personnelle que tu as actuellement? Chaque réponse sera scrutée au détecteur de mensonges. Hakim Benotman nous dit-il toute la vérité? On le saura dans quelques instants. Après l'avoir récupéré dans l'un de ses restaurants préférés, nous l'emmènerons dans les bureaux de Viral Script, que nous remercions pour la production de ce concept. Restez bien connectés jusqu'à la fin, vous allez avoir une très belle surprise. Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier le ciel, fait noir. Bon, bah là, on se dirige, comme on peut le voir, dans 6 minutes, on va rejoindre Hakim. On était censé le rejoindre à 14h30, mais il y a des petits bouchons. Donc là, on est en route. On va passer petit après-midi avec lui, ça va être très serré. Ah, d'ailleurs, je viens de voir qu'il m'a fait un petit message. Ok, donc parfait, il nous attend. Donc ça va être très serré. Moi, je suis arrivé hier soir à Marrakech, donc Hakim, lui, part ce soir à 17h, donc on va le déposer à l'aéroport après. Donc on n'a que 3 heures ensemble. On va faire en sorte de vous apporter un maximum de valeur pendant ces 3 heures. Je dis beaucoup apporter de la valeur, mais c'est le but de ce type de format. On a la chance d'être avec quelqu'un qui a un très beau parcours, qui a créé de très belles choses. Et donc le but, c'est de pouvoir apprendre, moi-même, que je puisse apprendre des choses. Et en même temps, puis vous filmez tout ça et que vous puissiez aussi apprendre un maximum de choses avec les questions que je vais pouvoir poser. Donc, on se retrouve dans 4 minutes, les amis. Je vous retrouve tout de suite. J'ai pas un associé sur une éventuelle future licorne dans le Challenge 100, si tu veux, qui n'est pas un expat. Ok. Et je trouve d'ailleurs que les entrepreneurs français qui sont partis à l'étranger sont largement meilleurs que ceux qui sont restés en France. À ton avis, c'est dû à quoi? C'est dû à ce mindset, ouverture sur le monde, c'est dû aux rencontres qu'ils font, c'est ce que je disais tout à l'heure, on faisait un podcast ce matin avec Wiss. En France, aujourd'hui, tu as un terrorisme fiscal. Et en fait, ils ont découvert que dans les autres pays, on te laissait gagner de l'argent, on te laissait devenir riche. Et donc, c'est ça qui fait que ces gens-là se sont réadaptés au business international. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire une licorne sur le marché français, que sur le marché français sans aller sur le marché international? Bien sûr, des licornes, on peut en faire partout. Après, moi, je ne tenterai pas en France parce que ça sert à rien de faire une licorne pour ensuite se faire attraper par le fisc et qui te prennent, on va dire, 80% de ta licorne. Ça n'a pas de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, pour diversifier, il faut faire du business à travers le monde. Tu ne peux plus être restreint à un pays. C'est compliqué. Parce que tu sais, moi je pars du principe, tu vois, il y a eu, quand tu regardes un petit peu le comportement des humains, il y a eu des guerres tous les siècles. En vrai, tu regardes, des guerres mondiales, hein, en siècle dernier, on a eu 2, 3. Moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait aussi, tu vois, ce siècle-là. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis, toi, ou vraiment pas du tout? Je ne fais pas trop attention. Moi, avant même qu'il y ait des discours, on va dire, de guerre ou autre, j'ai toujours diversifié. J'ai jamais fait confiance à un seul pays et j'ai jamais fait confiance à une seule activité. Okay. Je diversifie. Sur 100, je préfère avoir 10 dans 10 pays différents. Okay. Voilà, demain, il se passe ce qui se passe, tu vas dans le pays qui t'arrange, qui est neutre, où il n'y a rien du tout, tu as ton chez toi, etc. C'est pour ça que je privilégie le fait d'avoir 10 maisons de 100 mètres carrés, un exemple, hein, qu'une maison de 1000 mètres carrés. Ok, ça dans plein de pays différents. Exactement. La diversification, pour moi, c'est vraiment ce qui va éviter tout problème, comme la diversification de tes investissements aussi. Tu mets pas tout dans l'IMO, un peu dans l'or, un peu dans certains placements, tu vois, tu es obligé de tout diversifier. Ok. Donc, plusieurs pays, plusieurs biens, plusieurs comptes bancaires, plusieurs juridictions, plusieurs activités. Et même plusieurs nationalités. Ok. T'as des petits tips là pour c'est important. Pour la nationalité? Moi, tous les amis que j'ai qui ont réussi, qui sont devenus millionnaires, leur première priorité, c'est les passeports, tu vois. Ah ouais, il faut des passeports. C'est important. Ça s'achète. Même quand tu as un passeport français, tu cherches à aller chercher d'autres passeports?
T'es pas à l'abri demain que la France, il y a une guerre, ils te disent voilà, t'as le passeport, tu bouges plus nulle part, on va faire la guerre. T'es pas à l'abri demain qu'ils fassent un système fiscal et ils t'imposent sur la nationalité comme les États-Unis et non sur la résidence. T'es pas à l'abri que demain on te retire ta nationalité parce que je sais pas, ils rentrent en guerre avec ton pays d'origine, tous tes parents sont originaires. En fait, on est à l'abri de rien dans ce monde. Ouais. On est à l'abri de rien. Et donc, quand tu as plusieurs passeports, plusieurs nationalités, t'es tranquille. Ok. Moi, je voulais te parler d'un sujet, c'est une question que je voulais te poser la dernière fois qu'on s'est vu sur l'événement. Ouais. On n'a pas eu le temps de se voir juste après. Toi, tu as fait une transition qui est quand même radicale. Tu es passé de business physique à business digital. Exactement. Et quand tu regardes la Poste, tu sais, pas la Poste, mais tu sais, les gros cahiers, là, les annuaires, ouais. Qui est devenu Solocal. Eux, ils ont fait faillite parce que c'était des gros annuaires et puis on est passé à Internet et du coup, ils ont fait faillite, tu vois. Et donc, ils auraient dû faire cette transition-là et un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Mais il y a aussi ce syndrome de l'objet brillant. De quand tu es focus sur un business, tu vois plein d'autres opportunités et tu dis ah ouais, je ferais peut-être bien ça, tu vois. Je sais que la capacité à réussir, c'est aussi la capacité à rester focus. À quel moment et comment tu fais, toi, pour te dire ok, là, c'est un bon move, je suis pas juste en train de me défocus, tu vois. Alors, je vais te dire, j'ai connu les deux mondes. Il y en a très peu qui ont connu les deux mondes. C'est vrai. Il y en a très peu. Moi, je viens du business physique. Je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise dans le business physique qui fassent 100 millions ou 1 milliard de chiffre d'affaires sont restés. Ok. Et tu sais, j'étais précurseur dans la franchise éthique. J'étais précurseur dans la foncière, dans les mecs de ma génération. J'étais précurseur dans des gros rachats de croissance externe comme Quick. Et je suis précurseur aujourd'hui dans un vrai entrepreneur qui vient du business physique, qui va dans le digital. Et tu vas voir qu'il y en a des centaines qui vont essayer de faire pareil que moi. Aujourd'hui, je te donne 2 exemples. C'est très simple. Business physique, c'est quoi? Tu gères une entreprise, 3-4 000 personnes, d'accord? Tu es hyper vulnérable fiscalement, surtout si tu es en France. Tu es clairement la prostituée du système. Ils vont te prendre 75% de ce que tu gagnes. Tu vas te retrouver qu'avec des papiers. Tu es tous les jours au prud'homme, contrôle fiscaux, que des problèmes. J'ai vécu, hein. Donc je sais, tu pars en vacances au soleil, il faut que tu mettes la crème, pas 50 mais 70, parce que si tu reviens bronzé, eh ben, tes salariés vont te dire ah bah le patron c'est un enfoiré, il a pris 2 jours de vacances de plus que nous, on va le voler. Tu comprends, tu es face à des personnes qui sont frustrées et tu deviens comme eux. Et donc, tu as que des problèmes et tu as une entreprise que tu espères vendre à un moment donné à un prix. Des fois, on a eu la chance donc de vendre comme moi et d'autres n'ont pas la chance de vendre. Et à un moment donné, ils se retrouvent rattrapés par la fiscalité et ils sont obligés de réendetter leur entreprise parce qu'ils sont en manque de trésorerie, parce qu'il y a des difficultés. Et en fait, ça devient des salariés plus, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dans le système. Et à côté, et ils sont tous les jours au bureau, du lundi au samedi, et le dimanche, ils préparent le lundi. D'accord? Et au mois de janvier, ils parlent de leurs vacances du mois d'août, ils vont pouvoir se prendre 4 jours. C'est pas ça la vie. Ils sont passés à côté de leur vie. Et à côté de ça, je vais te dire un truc, c'est des mecs dans leur compte personnel, il n'y a même pas 1 million d'euros. Je te le dis, je suis passé par là. Et à côté de ça, tu as des jeunes qui sont hyper smart et qui ont tout compris, qui sont dans le digital, qui vont mettre en place des accompagnements de qualité ou pas, mais en tout cas, ils vont mettre en place des accompagnements, ils vont vendre des choses, ils sont mobiles géographiquement, ils ne sont pas vulnérables fiscalement, parce que la plupart, ils ont des passeports étrangers maintenant, ils résident à Dubaï et ils ont des boîtes qui sont à Singapour ou à Hong Kong. C'est fini. Et c'est des mecs qui brassent des millions d'euros tous les mois sur des boîtes où il n'y a pas d'impôt. Ils se font un virement sur leur compte personnel qui est bourré à craquer. C'est ça le business d'aujourd'hui. Et ils ont 0 salarié à gérer, 0 risque social, 0 risque fiscal. Moi, quand je vois des mecs de ma génération, quand des entreprises à l'ancienne qui viennent dénigrer ces jeunes-là, je dis mais les gars, c'est vous qui êtes hors sujet. C'est ces mecs-là qui ont tout compris. C'est eux les patrons aujourd'hui du jeu. Vous êtes has-been, c'est fini. J'ai vu là que tu avais fait une story sur Insta, t'as mis que tu recrutais 300 personnes. Exactement. Tu recrutes que des associés? Que des associés. Est-ce que comment tu fais pour arriver à vendre une vision aux personnes pour qu'elles soient motivées? Est-ce que le fait que tu es connu entre guillemets, ça t'aide parce que les gens savent que tu as déjà fait un premier exit qui a réussi ou pas du tout? Est-ce que tu as des petits actes que tu peux nous partager? Parce que le recrutement, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel beaucoup de gens galèrent. On va dire que les personnes font confiance au succès. Ils font confiance au succès. Parce que une fois que tu as réussi, qu'on le veuille ou pas, on va dire que tu as l'ingrédient du succès. Tu sais comment on fait pour y arriver. Tu as l'ingrédient et tu as le réseau pour. Et si tu veux, donc ils te font confiance. Et donc moi, je m'entoure que d'associés. On travaille sur un projet commun. Je mets la feuille de route en place. On a des codires permanents et on avance.
Et ces gens-là sont extrêmement indépendants et autonomes. D'accord? Et moi, ce que je gagne dans l'entreprise, c'est que l'exit. Je ne vais pas prendre d'argent, de salaire ou de bénéfices en cours de route. Et ça, on fait 100 entreprises, donc challenge 100, et en tout, donc 300 personnes qui vont rejoindre encore les équipes. Ce pas des personnes que je gère directement. Moi, je gère que les CIO de boîte. Ok, après, tu as une structure managériale. Voilà. C'est juste comme sur les réseaux, je suis un peu connu, et ben en fait, ça va pousser à aller chercher du bon recrutement. Et ces personnes-là, c'est quoi un petit peu leur profil? Elles font ça à temps plein, elles ont, tu vois, d'autres missions à côté. Enfin, comment elles vivent, quoi, entre guillemets, en attendant de... La plupart, c'est des personnes qui ont déjà une activité en parallèle, Ok. qui fonctionne très souvent assez bien, qui leur permet d'avoir des rentes permanentes pour vivre, et qui à côté démarrent des projets avec moi. Et dès que ce projet leur donne, à minima, on va parler de 10 000 euros par mois, dès qu'ils sont sur une facturation mensuelle de 10 000, et ben là, ils arrêtent leur première activité et ils se mettent focus sur celle qu'on a en commun. Et souvent, c'est des associés qui ont entre 10 et 20% de business. Ok. Et on est sur tous les domaines. Là, par exemple, on ouvre des boulangeries françaises à travers le monde. Ça s'appelle la boulange française. On ouvre des salles de boxe assez design avec un côté WeWork et restauration LC. On fait beaucoup de SaaS. Tu as une cinquantaine de SaaS qui sont duplicables à travers le monde. T'as plein, c'est un business model qui est énorme. Tu lèves des fonds sur tes boîtes ou tu injectes en perso? J'injecte en perso. Tu lèves pas du tout de fonds sur tous les projets que tu lances? Il n'y a qu'une entreprise qui s'appelle FitFit où on est harcelé par un fonds qui veut injecter 35 millions d'euros. On est en réflexion avec la société. Et c'est une société qu'on a déjà développée il y a 4-5 ans. Mais si tu veux, on n'a pas besoin aujourd'hui, on a les fonds perso, on a un fonds d'investissement en Arabie Saoudite sur lequel on est associé avec des personnes qui ont beaucoup d'argent. On a notre business club, il n'y a pas besoin. Ok. En fait, on a créé, si tu veux, notre propre écosystème. Complet. Magnifique. Bon, Hakim, je vais te faire visiter les bureaux de Verastrict et tu vas essayer de deviner le loyer qu'on paye à la fin. Le loyer de ces bureaux? Ouais, exactement. On a 140 mètres carrés. 140 mètres carrés, 2 000 euros par mois. Attends de voir la suite et tu me dis ce que t'en penses. C'est plus que 2005. C'est 2016. Pas loin. C'est pas loin. Bien joué. On connaît l'expert en immobilier. J'ai dit entre 2005 et 2000. Avant, j'étais entre 2000 et 2005. Let's go. Bon, Hakim, petite surprise. Oui. On a décidé de faire un petit podcast, une petite interview avec toi. Ouais. Récemment, je regardais tes vidéos et je voyais pas mal de commentaires, tu vois. Des personnes qui disent ça c'est pas vrai, ça c'est pas possible, ça c'est faux. Et moi, ça me fait chier parce que je suis entrepreneur comme toi. Je sais que quand je raconte un petit peu ce que je fais aux autres, les gens sont choqués. Donc aujourd'hui, on va jouer carte sur table. Ouais. T'as un détecteur de mensonges sur toi. On va analyser ton Je suis rythme. branché. T'es Je branché. suis branché. On va analyser ton rythme cardiaque en direct. Et si tu mens, ça va s'afficher en rouge au montage. Ça va faire ok. T'auras le droit à un joker. T'auras le droit de nous dire que t'as pas envie de dire pourquoi tu mens si ça arrive. Mais je pense pas. Je garde tout. Et puis si c'est vrai et que ton rythme cardiaque reste stable, je le dirai, je ferai un pouce comme ça à la caméra. Je le dis à l'avance, je garde tout. Ok, let's go. Bah, écoute, on est parti. Donc ça va être des questions qui vont être piquantes, Hakim. Ça fait rien. Let's go, on y va. Est-ce que t'as déjà menti sur ton chiffre d'affaires? Non. On est bon. Est-ce que ça t'arrive de lire les commentaires haineux sous tes vidéos et que est-ce que ça te fait quelque chose parfois de lire les commentaires haineux? Ça me fait quelque chose. Parce que comme je dis la vérité, ça me fait quelque chose. Ok. Enfin, ça me fait quelque chose. C'est des abrutis qui disent les commentaires. C'est pas des personnes qui ont réussi mieux que moi. Mais ça blesse. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être jaloux du succès d'un autre entrepreneur? Jamais. Ok. Le sentiment de jalousie, je l'ai jamais eu. Et le sentiment de voir ce que les autres font, je l'ai jamais fait non plus. Je regarde jamais ce que les autres font. On est bon. Ça t'a jamais même inspiré le fait de, je fais une petite parenthèse, enfin, pas de la jalousie mal placée, mais de te dire ah putain lui il a bien réussi dans ça m'inspire pour aller chercher plus moi aussi. Fais comme les autres, mais ne jalouse pas les autres. Très belle phrase. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait arnaquer ou escroquer? Écoute, je me suis fait arnaquer dans ma vie une seule fois par cette dame qui a pris les parts sociales d'une de mes SCI, où j'ai des associés d'ailleurs, et la justice française est très lente. Mais après, le reste, c'était des gens que tu fais travailler et qui t'offrent des opportunités et qui essayent de te la faire à l'envers. C'est plus ça.
Mais j'essaye de me souvenir dans la vie des personnes qui ont été droites avec moi et les autres de les oublier. Ok. Tu vois ? Hakim, tu penses que tu mérites ton succès aujourd'hui? Je pense que mon succès, il est sous-mérité et quel que soit l'argent que j'ai amassé, c'est sous-mérité par rapport à ce que j'aurais pu gagner. Je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont autant souffert que moi. J'ai fait face à beaucoup d'épreuves. Alors, je les prends avec grand plaisir. C'est les épreuves du business comme les épreuves de la vie. Mais si je partage autant de choses vraies aujourd'hui et si j'ai autant de choses à partager, c'est parce que j'ai vécu plusieurs combats. Okay. Et que des entrepreneurs beaucoup plus riches que moi, même multimilliardaires, n'ont pas forcément vécu. Ok. Est-ce que c'était déjà arrivé de vendre un produit auquel tu croyais pas vraiment juste pour gagner de l'argent? Non. Si, le tacos, tu vois, j'y croyais pas vraiment. Ok. J'allais te dire, le rythme augmente un petit peu. Ouais, le Ok. tacos. Pourquoi tu l'as fait du coup? Parce que en fait, j'avais vu ça à l'époque, clairement, et je mens pas, hein, ça va te dire la vérité, avant la chaîne Leader, avant au tacos, quand j'ai ouvert mon premier Nabab à Grenoble. Il y a très longtemps, j'ai vu un indépendant qui faisait ça. Et mon cousin, qui s'appelle qui travaille avec moi, il m'a dit on devrait développer une chaîne de tacos et j'ai pas voulu parce que j'avais pas le temps. Et quand je les ai vus commencer à développer, je me suis dit pourquoi pas faire un concurrent. Voilà. Ok. Et du coup, ça a pas marché, c'est ça? Si, ça a marché, mais comme j'étais à l'étranger, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ce qui se faisait en France. J'ai beaucoup de problèmes avec les salariés, donc j'ai préféré les vendre au cas par cas. C'est pas une chaîne que j'ai vendue en un bloc, mais au cas par cas. Donc, mais par contre, actuellement, sur les produits que tu as, tu crois à Non, 100%? aujourd'hui, il faut que je suis passionné et sûr à 1000% de ce que je fais. On est bon. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'embrouiller avec un client? Un franchisé, oui. Un client, non. Ok. La satisfaction client, chez moi, quand j'étais derrière le comptoir, très important. Tu viens, tu me dis j'ai mal mangé, je te rembourse. Parce que le client est roi. Donc toi, t'es vraiment dans cette philosophie-là de le Ouais. client est roi. Même si le client se prend pour... Ça fait rien. J'ai pas de temps à perdre à lui parler. T'as pas d'ego sur ça? Non, dans le business, j'ai jamais eu d'ego. Ok. Dans le business, je suis dans l'apprentissage permanent. Ok. J'apprends des autres, même de mes salariés. Mais des embrouilles avec des franchisés, oui, mais j'estime que j'ai toujours eu raison. J'essaye dans chaque chose de ma vie que je fais d'être le plus droit possible et je demande conseil à des personnes qui le sont aussi, qui sont souvent plus sévères que moi. Ok. Là, t'es en train de lancer des business dans la tech, t'es en train de lancer des business dans des IA, dans des trucs qui sont techniques, qui sortent de ton cadre de compétences initiales. Donc tu recrutes et tu travailles avec des personnes qui sont meilleures que toi sur certains domaines. Oui. Comment tu fais pour t'assurer que la personne que tu as en face de toi, elle n'est pas en train de te bullshit, tu vois? Et que quand elle te dit, bah ça va prendre 2 jours, ça prend vraiment 2 jours, et que enfin, qu'elle te dit, ça va prendre 3 semaines, c'est vraiment un truc qui prend 3 semaines, c'est pas un truc qui prend 2 jours, tu vois? Alors, j'estime qu'ils sont pas meilleurs. Ils sont meilleurs que moi dans l'expertise de leur métier, Ouais, mais ils sont pas meilleurs que moi dans l'expérience métier. ok. Je donne un exemple. Quand j'ai développé un outil de performance avec mon associé, il va savoir coder. Je sais pas coder. Je sais pas faire un code sur un ordi. Donc, je lui fais entièrement confiance. Mais c'est moi qui vais lui expliquer ce dont a besoin un restaurateur. La différence, elle est là. Là, on est en train de faire le Airbnb du pro avec un associé. Lui, il va savoir coder, mais c'est moi qui va lui dire comment tu fais le site, comment l'application faut qu'elle soit, et je vais aller chercher quel client et vendre à quel client. Tu comprends? On va dire que la feuille de route, c'est moi qui l'a fait. Ok. Et toutes les feuilles de route des différentes entreprises. Est-ce que tu regrettes d'avoir vendu Nabab? Non. Un peu, parce que c'était mon bébé, mais je regrette de pas l'avoir vendu 2 fois plus cher qu'on me l'a proposé. Ok. C'est ton seul regret par rapport à ça? Ouais, parce Est-ce que tu mets des émotions dans le business, dans le sens où bah, tu m'as dit c'était mon bébé? Aujourd'hui, tu as des entrepreneurs qui sont très dans l'affectif, très dans le... Non, faut arrêter. Faut pas... Je pense que c'est comme un parent quand il a son premier enfant. T'es obligé, c'est ta première affaire. La seconde, il y en a moins. Ok. Je regrette par contre que l'État m'ait pas laissé développer à travers le monde tranquillement. J'aurais pu faire quelque chose d'exceptionnel parce que le kebab, c'est un produit mondial. Est-ce que tu penses qu'on t'a déjà sous-estimé parce que tu venais du kebab? Bien sûr, mais t'as toujours, tu sais, quelqu'un qui échoue, il doit toujours motiver son échec. C'est humain. Quelqu'un qui échoue, il va voir quelqu'un qui réussit, il va dire t'es un Illuminati si tu réussis beaucoup, ou alors tu bouffes le sang des enfants, ou alors t'es un franc-maçon, ou alors ton papa il était riche, ou alors ta maman était une prostituée, ou alors t'as vendu de la drogue. Il faut toujours qu'il y ait eu un ou alors. Il peut pas dire lui il a réussi
il a 200-300 millions parce qu'il a travaillé plus intelligemment que moi. Tu comprends? Ça rentre pas dans le cerveau des humains. Moi, je t'assure qu'on en a parlé en podcast la fois dernière. J'ai des amis banquiers d'affaires. Je leur parle d'un banquier de notre communauté qui a vendu une boîte qui a fait un exit à 60 millions d'euros. Il me dit non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Il me dit c'est un mytho. Pourquoi c'est pas possible? Il se fait que le monde est tellement petit, on a le même comptable en commun en Suisse. Il vérifie, il me dit si, il a vendu 50% pour 60 millions d'euros. Comptable qu'on a en commun. Et l'autre banquier, il me dit non, mais le comptable, il a trafiqué. Mais pourquoi veux-tu que le comptable trafique une cession de part? Donc, en fait, tu as le banquier qui a échoué, qui se motive lui-même à ne pas vouloir accepter qu'un autre banquier d'affaires de sa communauté ait réussi et ait pris 60 millions d'euros. C'est dingue, tu comprends? Ne pas accepter la réussite de l'autre. Moi, quand quelqu'un il vient, il me dit, lui, il a 500 millions, ou lui, il a 600 millions, ou lui, il a 10 millions. Je ne vais pas dire non, c'est pas vrai, j'en sais rien, moi. Si c'est vrai ou pas, je suis pas leur banquier. Je n'ai pas les accès à leur compte bancaire. Je sais pas combien ils ont et ça me regarde pas et ça ne m'intéresse pas. Ok. Avant d'être dans le digital, quand tu étais dans les business physiques, est-ce que tu voyais les mecs qui sont dans le digital comme des clowns? Alors pas comme des clowns, mais je connaissais pas le business model. Le rythme cardiaque qui augmente là. Ouais. Ouais. Non, je connaissais pas le business model. Je t'assure que je le connaissais pas. Ok. Je l'ai découvert grâce à Wiz qui est là, qui m'a montré cet écosystème. Et c'est pour ça que je l'en suis reconnaissant, parce que moi, je suis quelqu'un de reconnaissant et de loyal dans la vie comme en affaires. Si tu es mon ami et tu es un véritable ami, je serai toujours là pour toi. Et par contre, je sors de ma vie les gens qui sont pas droits. Mais si tu veux, maintenant que je connais l'écosystème, pour moi, les clowns, c'est ceux qui sont dans le business physique aujourd'hui. Ok. Pourquoi? Parce que l'écosystème du digital et des réseaux, il est trop puissant. Et il fait partie du monde d'aujourd'hui. Il est trop puissant. Moi, je m'amuse plus à faire ça. Et au-delà de ça, si tu parles d'aspect financier, on peut en parler, il y a beaucoup plus d'argent que dans le business physique. Je ne vais pas te mentir, on va parler crûment. Dans le business physique, pour vendre une boîte 100 millions, tu fais donc 10 millions de résultats. Pour faire ça, tu as une vie d'esclave. C'est une vie d'esclave. Là, c'est une vie quand même où tu peux aller faire autant de résultats et tu es dans du kiff, tu voyages, tu prends plaisir. C'est pas ce que je vivais quand j'avais Nabab. Ok. Est-ce que t'as déjà viré quelqu'un juste parce qu'il t'a contredit? Non. C'est vrai. Ou par ego? Non, j'aime bien la contradiction. Je me méfie de ceux qui vont toujours dans mon sens. Est-ce que tu choisis tes associés en fonction de leurs compétences ou du feeling que tu as avec eux? En fonction de la loyauté, j'estime... Enfin, je veux dire des valeurs plutôt que le feeling. J'estime que la compétence s'acquiert, la loyauté non. Soit tu es un homme de parole, soit tu ne l'es pas. La parole, c'est important. En fait, dans ma vie, je pense que j'ai vu tellement de traîtres que ceux qui sont vraiment loyaux à mes côtés, je prends vraiment soin d'eux. Et des fois, ça m'est arrivé de faire des conneries parce qu'ils étaient incompétents, mais loyaux. Et en fait, avec de l'incompétence, c'est vrai qu'on va nulle part aussi. Donc ça a pu me faire perdre de l'argent. Mais ça fait rien si on perd de l'argent. Je préfère avoir à mes côtés des soldats qui sont droits avec moi et on perd de l'argent, qu'avoir à mes côtés un mec qui est pas loyal et qui est compétent et qui me fait gagner de l'argent. Ça dépend, mais je préfère un mec... Ça dépend où on va. Tu vois, c'est vrai que quelqu'un qui t'insulte, qui t'aime pas, qui fait tourner ton entreprise, c'est toujours plus bénéfique que quelqu'un qui est loyal mais qui est naze. Il faut un juste milieu. Ok. Est-ce que tu vas forcer tes enfants, si tu en as un jour, si tu en as déjà, mais on va pas parler de ta vie perso, à être entrepreneur? Non. Tu sais, souvent, c'est malheureux, mais quand tu as des enfants... moi, je connais tellement d'entrepreneurs qui ont des milliards. Leurs enfants n'aiment pas l'entrepreneuriat. Tu te retrouves devant un autre piège. Je pense que chacun doit écrire son histoire. Tu dois écrire ton histoire dans ce que tu aimes. Une fois que tu as gagné ta fortune, tu en fais ce que tu veux. Si ça se trouve, tes enfants n'aimeront même pas l'argent. C'est possible. Donc, tu penses? Ah ouais, tu peux te retrouver avec des enfants qui n'aiment même pas l'argent. Mais l'argent, depuis la nuit des temps, est le nerf de tout. Moi c'est dingue ce que je vais dire. Tu vois, j'ai 41 ans. Je crois plus en l'argent qu'en l'amour ou en l'amitié. Pour moi, l'amour, ça peut s'arrêter. 2-3 ans, tu vis une belle histoire d'amour et ça s'arrête et ta femme peut devenir ton pire ennemi. Demain, tu n'as pas d'argent. Je ne sais pas si tu trouveras beaucoup d'amis qui vont te nourrir toute ta vie et qui vont te loger toute ta vie. Or, un compte bien plein, il va te payer ton loyer ou ton appartement, il va te remplir ton frigo toute ta vie. La différence, elle est là.
Une amitié peut s'arrêter, l'amour aussi, l'argent, ça reste l'argent. Quand tu entends des abrutis sur les réseaux, oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a quoi d'autre? Ou alors, si tu veux, ils font des comparatifs. Ouais, mais tu as l'argent, mais tu n'as pas la santé. Mais pourquoi je devrais avoir l'argent et ne pas avoir la santé? On peut avoir un peu de tout dans la vie. Bien sûr. Il y a des pauvres malades, d'accord? Il y a des pauvres en bonne santé, il y a des riches malades, il y a des riches en bonne santé, il y a des pauvres radins, il y a des riches radins, il y a des pauvres généreux, il y a des riches généreux. Tu n'es pas obligé de mettre tout en opposition à chaque fois, tu vois, et les gens mettent ça en opposition. Mais l'argent, c'est ton meilleur ami, c'est ta poche. D'accord? Déjà, il va t'offrir la liberté. D'accord? Tu auras très peu déjà d'amis dans ta vie qui vont avoir la bienveillance de vouloir te voir mieux qu'eux. L'argent, il faut jamais... c'est très important. Après, ce que tu en fais à ta mort, ça c'est en fonction de qui sera ta femme et qui seront tes enfants. Peut-être que demain, tu vas dire, mes enfants, ils ne méritent pas parce qu'ils ne m'ont pas aidé, ils n'ont pas été là pour moi, j'ai envie de tout donner à des orphelinats en Afrique. Si tu es croyant, c'est entre toi et le patron. Moi, en tout cas, j'ai un écosystème dans ma tête où je ne laisserai pas grand-chose à mes enfants parce que je pense que chacun doit écrire son histoire. Et je pense que c'est un fardeau si tu laisses des centaines de millions à des gamins. Tu préfères leur apprendre à pêcher que leur donner un poisson. Exactement. Quelqu'un en Arabie Saoudite qui avait 22 milliards, qui a laissé à ses enfants 1 milliard, il a donné 21 milliards à des associations. Il faut écrire ton début de vie et il faut surtout écrire ta fin de vie. C'est Souleymane, non, le mec qui avait les banques. Qui avait les banques, ouais. Ouais, j'ai vu son histoire. Incroyable. Ouais. Incroyable. Hakim, 65 ans, toujours entrepreneur? Toujours. Je travaillerai jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier souffle? Ouais. C'est vrai? Il faut des projets. Peut-être, je prends assez le temps de vivre. Moi, c'est par intermittent. Je vais travailler très dur pendant 6 mois. Après, je vais me reposer un peu 1 mois ou 2. Mais il faut donner un sens à sa vie. C'est important. Je pense que quand tu n'as pas d'argent, les gens qui n'ont jamais gagné d'argent se disent « je vais gagner de l'argent pour plus rien faire ». Mais ils ne se rendent pas compte de la punition que c'est de ne plus rien faire une fois qu'ils ont de l'argent. Il faut toujours un projet. Je pense pas que tu peux rester occupé je sais pas, avec des associations, des trucs... Si, mais ça, tu les fais en plus. Mais une association, tu l'as fait, tu l'as donné de l'argent et tu vas mettre des gens pour s'en occuper. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose qui m'anime, tu vois. Il faut que ça m'anime. La conquête, quoi, jusqu'au bout. Ouais, faut que ça m'anime. Ok. Tu peux pas passer ta vie en vacances. Tu t'ennuies au bout d'un moment. Tu sais, il y a un moment, je pense, après, ça dépend jusqu'à quel âge tu vis, mais bon, j'ai dit 65 ans, 75 ans, toujours entrepreneur. Écoute, mon grand-père est mort en train de travailler à 78 ans. Mon père a 74 ans et il travaille tous les jours de 8h à 22h. Ok. C'est dans les gènes, ça. On est obligé. Ok. C'est quoi le montant de la fortune personnelle que tu as actuellement? Je peux pas en parler. T'as pas envie de la dire? Au moins une petite tranche. Ça dépend, c'est quoi que tu appelles fortune personnelle? C'est mes actifs, c'est mes détentions? Tout ton patrimoine, tout ce que tu possèdes à titre personnel. Écoute, c'est beaucoup. J'ai des problèmes avec les impôts depuis de longues années. Ok. Je préfère pas en parler. On est à plus de 50? On est bien, on est plus. Ok. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait... Alors, j'ai pas dit, mais du coup, le rythme baisse même carrément. On sent que t'es de plus en plus à l'aise. Je dis la vérité. Si jamais tu fais ta première licorne, 1 milliard liquide, donc que tu revends, que tu cash out, est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu as envie de faire pour fêter ça? Non. J'ai arrêté de fêter. Quand je dis fêter, c'est pas forcément ce qu'on peut imaginer, tu vois. Ça peut être juste un voyage, juste un kiff, juste acheter un objet en particulier où tu te dis... Tu vois, je sais que par exemple, il y en a plein qui se disent dès que je deviens millionnaire, j'achète une Rolex. Ou dès que je deviens milliardaire, je sais pas, je m'achète un bateau. Est-ce qu'il y a un objet que tu as en tête ou un truc que tu as envie de faire Je suis pas très matériel. Les seules choses que je peux m'offrir, c'est des souvenirs, mais je pense que je me suis offert la plupart d'entre eux. Je suis pas un mec matériel, je suis très minimaliste, tu vois. On fait à chaque fois des podcasts, j'ai toujours cette veste, d'ailleurs, qui est une Zara que j'aime beaucoup. On a volé une autre comme ça que j'aimais bien. J'aime pas la marque, je trouve que c'est pourri. Je suis très minimaliste, j'ai besoin de... La vie, c'est bizarre, en fait. Je trouve que s'acheter des choses de valeur, c'est pour les personnes qui n'ont... C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être ça les a... Moi, tout ce que j'ai de valeur, on me les a offerts. Tu vois, j'ai des tennis Hermès, on me les a offerts. Tout ce que j'ai de valeur, on m'a offert. J'ai jamais... Quand j'ai acheté des choses de valeur, je te jure, hein, tu vas regarder avec ton truc, eh ben, je les ai rendus le lendemain au magasin. Je te jure. Pourquoi? C'est vrai en plus. Hein. Mais pourquoi? Mais parce que je trouve que ça n'a aucun sens d'acheter une paire de tennis à 1000 balles. Ça n'a aucun sens d'acheter un pull à 1000 balles. C'est du tissu, c'est merdique tout ça. Mais t'étais dans la pauvreté avant de lancer? Ou t'étais juste normal? J'ai toujours été riche du cœur. C'est Okay. pas des choses qui me font kiffer. Je vais pas compter si j'invite une bande d'amis au restaurant, des gens que j'aime. Je vais pas compter pour voyager.
Je vais pas compter pour faire du bien, mais je vais compter pour ces trucs merdiques parce que c'est du truc capitaliste, ça me fait pas kiffer. Moi, tu m'envoies en Asie ou en Afrique, je joue avec les enfants et tout, je kiffe, tu comprends? C'est le système qui a rendu les gens capitalistes comme ça. Moi, tu vois, j'aime beaucoup les orphelinats en Afrique. Une fois, je vais t'expliquer. On donne des pulls à une jeune fille et elle en a eu 2. Elle dit non, moi j'ai déjà eu, il faut donner à l'autre, j'en ai déjà eu 1 moi. Tu comprends? C'est le système européen, occidental qui te rend capitaliste comme ça. Il est où le sens? Quel est le sens aujourd'hui quand tu as 10 voitures, quand tu as une armoire remplie alors que tu te sers de 2% de ton armoire? Tu n'as pas le temps de te servir de 10 voitures. Tu comprends? Est-ce que ça, c'est un sens? Et moi, dans mon âme profonde, j'ai l'impression de ne pas être juste vis-à-vis de ce que Dieu me donne et de ne pas redistribuer intelligemment. Tu comprends? C'est très bizarre. En tout cas, ça fait quelque chose que j'aime pas forcément et qui n'est pas moi. C'est pas moi. Est-ce que c'est vrai que tu voyages pas en business class? Pas souvent. Ok. Ouais, pas souvent. Je dis franchement. Pourquoi? Ok. Mais pourquoi? Mais regarde. C'est pas un confort pour toi de, par exemple, voyager en business class, Ouais. te sentir du coup plus reposé Ouais. et pouvoir prendre des meilleures décisions, par exemple, dans tes business? Je trouve que ça n'a rien à voir avec la décision. Ok. Le fait de mieux dormir, d'être plus à l'aise dans la business, tu te dis pas. Tu sais, dans la vie, c'est pas l'endroit, c'est avec qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En amitié, comme en amour, comme en business. C'est pas l'endroit, c'est le point qui tu es. Tu es avec ta femme en classe éco, elle est plus proche de toi, hein, tu lui chuchotes à l'oreille, et c'est autant romantique qu'être en business. Je prends la business quand c'est des vols de nuit. Ok, oui, c'était plus dans ce sens-là, moi, que je te. Et que je dois arriver frais. En fait, j'estime, sans parler, si tu veux, religion ou autre, hein, moi, je crois, si tu veux, au jugement dernier, je crois à tout ça. Ok? Je suis croyant, quelle que soit la religion. Je pense qu'on va devoir rendre des comptes de comment on a dépensé notre argent. C'est mon point de vue. Encore une fois, je te dis, c'est dans le fond que je pense ça. Et est-ce que le patron là-haut va être fier de moi parce que j'ai pris une first class à 12 000 euros alors qu'il y a une partie de la population qui crève de faim? Tu comprends? Surtout qu'une fois que l'avion a atterri, tu as bousillé tes 12 000 euros. Je préfère limite acheter un sac de luxe. Au moins, tu le gardes à 12 000 euros. Là, le vol, il a duré 6 heures. Tu as perdu 12 000. On arrive à la fin de cette petite interview. Dernière question. Est-ce que tu as kiffé cet épisode? Magnifique. Non, très très bien. On est sur du Ça vert. change. Merci Hakim. Merci à toi. On va partir au véhicule. On va pouvoir te déposer à l'aéroport et après on sera bon. Allez, go. Bon Hakim, on arrive à la fin de cet épisode. On n'a pas eu beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. Moi, je suis arrivé hier soir à Marrakech. Toi, tu repars aujourd'hui. Exact. Donc avec le temps qu'on a eu, on a essayé de faire un truc avec pas mal de valeurs, avec un format différent aussi. Oui. Un peu différent, tu vois, de studio de podcast ou de juste être en voiture. Exact. Dites-nous si vous avez kiffé ce format, si vous kiffez ce type de trucs qui sont un peu drôles, un peu sympas, mais en même temps dans lesquels on apporte vraiment de la valeur. Si vous avez envie qu'on fasse d'autres concepts qui sont comme ça, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Hakim? C'est magnifique, magnifique. Ça a changé. Ok. Ça change. Et ben écoute, on se revoit bientôt, Hakim, À bientôt. pour une nouvelle vidéo. Bon courage Merci à toi. Bon Merci. retour à toi en France. Et on se Merci. dit à très vite. À bientôt à tous. Viral Scripts.